Bienvenue donc à notre émission. Voilà, j'ai Roger qui démarre. Émission précisément. Bring the Ivorian Dream Back Again qui démarre et j'espère que vous portez très bien. Alors, nous aurons d'ici quelques 30 secondes la possibilité donc d'avoir notre invité en exclusivité. Le sujet donc du jour, c'est donc le quatrième mandat controversé Côte d'Ivoire à un mois donc du vote. Voilà, nous sommes à un mois. Disons aujourd'hui, c'est le 26, voilà exactement à 29 jours des élections présidentielles. Alors, chers auditeurs, bienvenue donc à cette édition spéciale. Nous sommes donc à 29 jours du scrutin donc présidentiel historique en Côte d'Ivoire, marqué par donc la controverse d'un éventuel quatrième mandat du président Ouattara, par la mise à l'écart aussi donc de plusieurs figures majeures donc, de l'opposition ivoirienne et par donc disons et par donc une atmosphère électorale dominée par le déploiement donc militaire très bientôt. Hein. Vous parlez de méfiance envers nos institutions. Pour en parler, nous recevons donc aujourd'hui en exclusivité le docteur Ekedi, analyste politique pour moi, voilà, voix enseignant, voix donc de la diaspora. Ensemble, nous allons décortiquer donc les enjeux et les inquiétudes et les perspectives pour l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. Par la même occasion, Dr Eric Eddy est le secrétaire exécutif du CACI, du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Docteur Eric Eddy, est-ce que vous nous entendez? Encore une fois, bonjour et nous nous excusons pour ce petit retard. Tout le plaisir est le mien d'être toujours avec vous, frère Jacques Roger, avec les amis téléspectateurs, si je peux dire maintenant, auditeurs et auditrices de ce show. Et toutes les excuses sont vraiment bien reçues pour les efforts que vous faites pour nous. Il n'y a vraiment pas de raison de vous blâmer. Ce sont les aléas, Tout le quelquefois plaisir est de le la mien. vie. D'accord. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Comment vous vous sentez? Physiquement, je suis en bonne santé. Mentalement, je suis heureux avec la famille. J'ai la visite de quelques membres de ma famille, notamment de mon père, un haut cadre du PDCI-RDA, qui me fait l'honneur de me rendre visite depuis un certain temps. On ne peut pas être plus que heureux. Nonobstant ce fait, on reste quand même inquiet. À cause de la situation politique en Côte d'Ivoire. Hier, j'ai échangé encore avec un certain nombre de parents, d'amis et camarades qui indiquent que chacun se prépare si avec un sac de riz, ça et là, ou bien des marchandises qu'on peut avoir pour juste préparer l'éventualité d'un chaos. Alors, à entendre ça, on se dit que octobre 2025 ne sent pas véritablement bon pour un certain nombre d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et ça peut être aussi source de tristesse et de beaucoup d'inquiétude. Avant donc de commencer cette émission, on a beaucoup critiqué le régime unique, la monarchie. Mais avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, est-ce que nos parents qui avaient préféré donc le parti unique ou bien la monarchie ne sont pas actuellement en train d'avoir raison sur nous, docteur Ikedi? Peut-être qu'on a l'impression de vouloir dire ça qu'ils avaient raison, comme ceux qui d'ailleurs ont justifié le parti unique dans le temps. Vous savez que partout en Afrique, il était question donc de rassembler tout le monde sous un seul parti, sous une seule étiquette, sous un seul emblème pour pouvoir bâtir l'effort de la nation. Ce sont les exemples qui avaient été pris. Mais on a vu aussi, sans vouloir leur donner raison, les limites du parti unique, parce qu'après simplement 30 années, quelquefois même bien avant cela, tout s'est effondré. Je crois que la question et la recherche des libertés fondamentales pour chacun des individus, pour chacun des citoyens et des citoyennes dans un pays, c'est fondamental. Et donc, si hier on a combattu cela, ce n'est pas aujourd'hui qu'on pourrait l'accepter. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Alors, on parlera donc encore le quatrième mandat, bien sûr, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, à un mois précisément donc, des élections, docteur Eric Eddy, qu'est-ce que signifie, je sais que vous l'avez plusieurs fois articulé, mais puisque nous sommes déjà à moins d'un mois, je vous repose encore la question. Que signifie réellement donc, ce quatrième mandat annoncé pour M. Ouattara et pour la démocratie ivoirienne? Véritablement, Jacques Roger, il n'y a pas de mal à revenir sur ça parce que c'est la question du jour. C'est la question
du moment et il faut revenir là-dessus jusqu'à ce que les Ivoiriens, dans leur plus dernier retranchement, puissent comprendre ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore compris cela, ceux qui sont toujours en train de soutenir la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara pour qu'ils comprennent pardon, les fondements et les raisons pour lesquelles nous sommes opposés. Vous dites bien les conséquences pour la démocratie. Je le dis et je le redis que permettre déjà même la notion d'un troisième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara était une gageure. C'est une gageure, c'est une grosse erreur, c'est un gros hiatus dans la consolidation de la démocratie, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Pourquoi? Parce que ça va servir si on le permet encore une fois pour un quatrième mandat, ça va servir de jurisprudence et vous verrez que dans le futur, d'autres leaders politiques vont faire référence à ce que on ait peut-être un bilan inattaquable pour justifier leur maintien au pouvoir, ce qui est une grosse violation de la loi fondamentale du pays qui est la Constitution. Voilà le danger que cela représente et ce danger-là a beaucoup, bien entendu, de tentacules, a beaucoup d'autres conséquences. Lorsqu'on n'a pas de démocratie, on vit ce que nous sommes en train de vivre. Lorsqu'on n'a pas de démocratie, ce sont les droits des travailleurs qui sont violés. Lorsqu'on n'a pas de démocratie, c'est les droits des femmes qui sont violés. Quand on n'a pas de démocratie, ce sont les habitations, les maisons des personnes vulnérables qui sont détruites sans qu'on ne les dédommage, bien sans qu'on ne leur donne les informations qu'il faut pour se préparer à ça. Quand on n'a pas la démocratie dans un pays, bien entendu, on n'a pas le contrôle des dépenses publiques, on ne sait pas ce que les citoyens ne savent pas, ce à quoi servent les prêts que l'État ou bien leur État s'en va chercher sur le marché financier à l'extérieur. C'est la mauvaise gouvernance quand on n'a pas la démocratie, c'est l'absence de l'État de droit quand on n'a pas la démocratie. Je ne vais pas leur donner l'excuse de ne pas comprendre. Ils comprennent, ils ont simplement choisi le camp de l'autoritarisme, le camp du totalitarisme. Ils ont choisi le camp de ce que vous allez me permettre d'utiliser de la mauvaise donc de mal se comporter. Ils ont utilisé et choisi le camp donc de la bêtise, le camp de l'arrogance. Ils ont choisi aussi peut-être le camp de la peur. Parce que c'est quand on a peur dans des régimes totalitaires qu'on brandit à chaque fois la force pour faire toujours un passage en force. Donc, ce n'est pas une question de ne pas avoir compris. Vous avez affaire à des hauts cadres. Tout ce que vous citez dans cette administration, pour certains, peut-être, mais pour d'autres et pour la plupart, sont des gens qui sont des purs produits de l'école ivoirienne, des purs produits des universités américaines et européennes. Il n'y a aucune raison. Ce sont de purs juristes, ce sont de grands juristes. Quand vous avez un monsieur comme Cissé Bakongo, qui est lui-même professeur de droit, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne comprennent pas. Les gens ont simplement choisi de devoyer les institutions de la République à leur seul profit. Il s'agit donc de la corruption dans toutes ses dimensions. Alors, dans ces conditions, quel risque politique et social comporte, si vous voulez, cette candidature pour la stabilité du pays et de la région? Premièrement, comme je l'ai dit et je vais le répéter, le risque de cette candidature de M. Alassane Draman Ouattara, comme lui-même il le dit, pour justifier cette candidature, sans sa candidature, les raisons pour lesquelles il est candidat d'ailleurs justement, c'est pour le maintien de la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est faux et archi faux. Donc cette candidature, c'est la progression ou alors l'enracinement du mensonge politique dans un premier temps. Or, c'est une chose qui est dangereuse pour un pays comme la Côte d'Ivoire. La deuxième chose et le deuxième risque, c'est l'enracinement, en tout cas des comportements antidémocratiques et de la violation constante de la Constitution. Dans un pays comme le nôtre, où on veut consolider la démocratie, où on veut que la démocratie soit notre boussole, enfin, la Constitution soit la boussole de la démocratie, la violer tout le temps veut dire qu'on se refuse donc à ces instances de démocratie et c'est un danger pour notre pays. C'est ce que nous avons choisi comme mode de gouvernance, comme mode pour avoir les rapports les uns envers les autres, entre citoyens et citoyennes, entre citoyens et citoyens, entre citoyennes et citoyennes, etc. Et lorsque ce n'est pas fait, ce n'est pas observé, il faut craindre que les fondements même de la nation continuent d'être sabotés et endommagés, comme d'ailleurs la parenthèse de sang qui s'est ouverte en Côte d'Ivoire depuis 2002 a saboté les fondements sociologiques que nous avons dans notre pays. On ne peut pas permettre cela. Il faut vraiment se battre pour que ce quatrième mandat n'ait pas lieu parce que ce quatrième mandat-là aura des conséquences et a déjà même des conséquences fâcheuses sur l'écosystème politique, l'écosystème social et l'écosystème économique de la Côte d'Ivoire.
Mais je me pose la question, docteur Ekedi, vous allez me dire que la réponse est évidente. Nous comprenons réellement les risques réellement de ces quatre mandats. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait que pratiquement le RDR, les cadres RDR qui ont longtemps, selon eux, combattu pour la démocratie, ne comprennent pas réellement ce minimum? Ils le comprennent. Alors, je sais qu'on va revenir sur cette question, mais tout à l'heure, vous aviez dit qu'il faut se battre pour ce que le quatrième mandat n'ait pas lieu. Mais ce silence de la population ivoirienne, est-ce que vous ne venez pas un peu surpris ou bien, selon vous, c'est donc le calme avant la tempête? Je souhaite bien que ce soit le calme avant la tempête, mais en même temps aussi, je comprends. Quand on a eu beaucoup d'atermoiements au niveau de la population, des hommes politiques, des élites politiques, quand vous avez eu un régime qui, pendant plus de 15 ans, a utilisé la force, que ce soit la force du point de vue des finances, la séquestration des comptes bancaires des individus, ou bien toute autre forme de violence qui est impliquée ou bien qui est appliquée sur cette population, vous pouvez comprendre que la réaction est lente. Mais je fais confiance à cette population ivoirienne parce que partout où vous appelez, il y a d'abord la première étape qui est la réaction, qui est le rejet, qui est le refus de voir la continuité de ce régime de M. Alassane Draman Ouattara à travers lui-même, donc c'est-à-dire la question du quatrième mandat. Il n'y a pas donc de silence. Il y a la recherche permanente de la solution définitive à cette question. C'est comme ça que je l'entends. Ça peut être lent, ça peut paraître comme un calme, et puis, comme on l'entend beaucoup le dire, personne ne veut voir le sang couler. Les précautions qui doivent être prises pour ne pas qu'il y ait cette effusion de sang que le pays a connue, c'est peut-être aussi cela qui justifie ce que vous pouvez appeler ce calme qui pourrait surprendre plus de personnes. Mais à notre humble avis, de par les conversations que nous avons et ce que nous voyons et percevons sur le terrain, c'est, et nous l'espérons, le calme avant la tempête. Alors, parlons maintenant de la communauté internationale et aussi du lobbying. Peut-on encore, docteur Eric Eddy, compter sur l'ONU et surtout sur les États-Unis où M. Thiam mène déjà un lobbying actif pour peser sur la transparence et l'équité du scrutin? Il y a un espoir grand à ce niveau, considérant que les choses au niveau politique ont changé un peu en Côte d'Ivoire, considérant les bons rapports que la Côte d'Ivoire continue d'entretenir avec les États-Unis. Vous avez vu qu'il y a une semaine, il y a eu le renouvellement pardon, du Millennium Challenge Compact, par exemple, avec cette manne financière que les États-Unis ont accepté d'accorder à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce pays-là continue d'avoir un regard. Donc, les efforts de lobbying dont vous parlez, les rencontres qui sont initiées par les différents leaders politiques de l'opposition, les candidats refoulés, vous avez cité le président du PDCI, RDA, Tidiane Thiam, pour moi, représente tout cela, représente un réel motif d'espoir. Il faut y croire parce que c'est ce qui se fait dans la diplomatie. Mais en même temps aussi, nous appelons les membres, les organisations, membres donc de ces différentes formations, que ce soit la CAP, que ce soit le Front commun, que ce soit le mouvement Trop c'est trop et bien d'autres, même nous-mêmes au CACI, à élargir ces efforts diplomatiques et ce lobbying afin d'avoir de notre côté beaucoup plus d'alliés, de sorte à pouvoir faire inverser les tendances. Il s'agit, encore une fois, comme nous le disons tous les jours, de faire reculer le régime d'Assane Darman Ouattara. Donc ces efforts-là sont louables, il faut mettre l'accent, il faut y mettre l'accent et nous espérons que ça va véritablement porter. Alors, l'internalisation, si vous voulez, donc du débat, disons, peut-elle changer donc la donne ou est-ce un simple mirage diplomatique? Il faut faire en sorte que ce ne soit pas un mirage diplomatique. Je vous l'ai dit sur cette antenne, j'ai répété au cours d'une autre émission, enfin une émission précédente que nous avons eue, qu'entre 2002 et 2011, c'est au bas mot, un minimum de 47 résolutions que l'ONU a eu à prendre sur la Côte d'Ivoire et l'essentiel de ces 47 résolutions n'était pas favorable au régime du président Laurent Gbagbo. Nous comprenons bien qu'en ce moment-là, la France qui s'est ingérée et continue de s'ingérer dans les affaires ivoiriennes était à la manœuvre. Donc, de ce point de vue, l'affaire de la Côte d'Ivoire, les élections de 2010, si nous allons prendre ça comme un point de repère, et même la rébellion, la période de 2002 à 2010, toutes ces choses-là ont été fortement internationalisées. Si aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a une internationalisation, encore comme vous le dites, des élections en Côte d'Ivoire, ben, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Et puis, autre chose qu'il faut noter rapidement, la Côte d'Ivoire fait partie donc de ce concert des nations que nous appelons l'ONU. Ces institutions internationales-là qui ont été créées, ces organisations, ont été créées pour aussi maintenir la paix dans le monde, la paix entre les pays, la paix dans les pays. Ce n'est pas donc une mauvaise chose que les Ivoiriens puissent y courir. D'autant plus que, encore une fois, je le dis, l'ONU a joué un rôle important, critique et capital dans la déstructuration de l'écosystème politique en Côte d'Ivoire. Il appartient donc aussi à l'ONU de jouer son rôle, aux institutions internationales comme la CEDEAO, l'Union africaine, de jouer leur rôle dans le repositionnement donc, de la Côte d'Ivoire sur le plan politique surtout. Puisqu'on parle de l'internationalisation, docteur Ikedi, la présence aujourd'hui de l'ERI, qui est donc l'opposé des NDI en Côte d'Ivoire et qui tire la sonnette d'alarme, est-ce que c'est déjà un bon pas? C'est déjà un très bon pas, comme on le dit, hein. Vous savez, dans cette recherche de l'autonomie, dans cette recherche de la souveraineté, ça ne veut en rien dire que la Côte d'Ivoire veut vivre en autarcie. Tout ce que nous demandons, c'est que les institutions internationales, les forces étrangères ne s'ingèrent pas jusque dans nos eaux, dans les affaires ivoiriennes, jusqu'aux eaux. Mais cela ne veut pas dire aussi que nous n'avons pas de partenaires. Vous avez parlé du IRI qui est l'opposé, pas l'opposé, pardon, une organisation à l'image du NDI, le NDI lui-même aussi qui est présent en Côte d'Ivoire. Je pense que ce qu'ils disent est une bonne chose. Ça amène la pression que ça doit amener, mais encore une fois, dans le strict respect de la position des Ivoiriens, des Ivoiriennes et dans le strict respect de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de faire des mirages, encore une fois, comme vous le dites. C'est la raison pour laquelle nous pouvons aussi, nous aussi, appeler les Ivoiriens et les Ivoiriennes à la vigilance. C'est vrai que ARI peut dire ceci, le NDI peut dire ceci, d'autres structures internationales peuvent dire ce qu'elles ont envie de dire, mais la boussole demeure la constitution de la Côte d'Ivoire à laquelle nous appelons tout le monde, pour laquelle nous appelons tout le monde à défendre. À défendre. Merci beaucoup. Docteur Eric Eddy, j'avais voulu poser cette question en fin d'émission, mais je préfère la poser pour ne pas que je l'oublie. Alors, j'ai discuté avec quelques compatriotes qui me disent, mais vous êtes là-bas, vous faites beaucoup d'émissions, on comprend tout ça, mais sur le terrain, on ne voit rien. Le régime ne bouge pas du tout, hein. Il n'y a pratiquement rien. Alors, il dit, mais est-ce qu'il faut être encore optimiste, docteur Eric Eddy? Oui, Oui. oui. Je ne vous laisserai pas terminer cette question. Et à ceux qui vous ont posé cette question, à ceux qui ont fait cette remarque, je comprends le cynisme qui accompagne la question qui est posée. Mais derrière ce cynisme-là, je vois la volonté de voir les choses changer. Je vois aussi la critique qui est portée sur l'élite politique, surtout celle de l'opposition. Parce que quand on donne espoir aux gens, c'est le rôle des leaders de donner espoir aux gens. Il faut que cet espoir-là repose sur des éléments concrets. Il ne faut pas donner des espoirs ou bien faire naître, susciter des espoirs qui sont en réalité des espoirs vains. La déception serait encore plus grande et ça nous amènerait encore dans des abysses qui font que toute action pour restaurer les efforts de la démocratie ou bien restaurer la démocratie dans notre pays devient encore plus difficile. C'est à un moment donné, lorsque la population commence à ne plus croire en ces élites politiques. Or, notre combat au niveau du CACI, l'une des missions que nous avons, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ne perdent pas espoir numéro un, mais ne commencent pas à douter de la sincérité, de l'honnêteté, de l'intégrité de leurs différentes élites politiques. Or, avec le régime du RHDP, cette sincérité-là n'existe pas. Elle a foutu le camp et il faut restaurer cela. Donc, la question que vous avez posée, Jacques Roger, est une bonne question. C'est une interpellation directement des faite aux leaders politiques, surtout ceux de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens voient quelque chose. Est-ce que ça veut dire que demain, il faut déployer des gens dans les rues pour commencer sans aucun calcul? Ce n'est pas ce que cela veut dire, mais il faut susciter en ces Ivoiriens qui se posent des questions un espoir qui repose sur quelque chose qu'on voit venir. Sur du tangible, je veux dire. Voilà, merci, docteur Eric Eddy, hein. Alors, pour ajouter quelque chose au scepticisme un peu donc des Ivoiriens, euh, parlons maintenant du déploiement sécuritaire, j'allais dire, sur tout le temps dit donc du territoire et la position même j'allais dire, du procureur donc du plateau qui commence à menacer entre guillemets donc les libertés individuelles. Alors, on parle, docteur Eric Eddy, d'un déploiement très bientôt donc de près donc de
44 000 hommes, je dis bien, je ne dis pas 4 000, hein, 44 000 hommes sur toute l'étendue du territoire à partir du 5 octobre jusqu'au 2 novembre, selon eux, pour sécuriser donc le territoire. Selon vous, s'agit-il donc de protéger donc les citoyens contre les violences électorales ou de protéger donc le régime contre son propre peuple? Les deux choses s'équivalent ici dans ce cas de figure. Si le régime de M. Alassane Draman Ouattara croit fortement qu'il faut déployer plus de 40 000, comme vous le dit le chef que vous annoncez, forces de défense et de sécurité ou bien des FRCI pour la sécurisation de son processus électoral, ça veut dire que ce régime-là lui-même comprend que l'atmosphère, l'ambiance, l'écosystème dans lequel ces élections vont se dérouler n'est pas sereine. On ne va pas à des élections pour mourir. On va à des élections pour que la nation vive. On va à des élections pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes s'entrechoquent sans se battre, mais au niveau des idées. Et lorsqu'on sort des urnes, à l'appel donc des résultats de ce qui sort des urnes, on s'unit derrière quiconque aurait gagné, quiconque aurait été proclamé vainqueur. Mais lorsque les conditions de ces élections elles-mêmes ne sont pas réunies et qu'on a fait la sourde oreille pendant 5 années, 10 années et 15 années, bien entendu, on va déployer toutes ces forces-là pour intimider et pour faire en sorte que le maigre résultat qui va sortir, qui n'est pas le reflet de la volonté des Ivoiriens, soit respecté. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Sinon, il est du devoir des gens, effectivement, lorsqu'un électeur ou une électrice, lorsque un citoyen ou une citoyenne va dans un bureau de vote, cet Ivoirien, cette Ivoirienne doit être sécurisé, bien entendu. Comme je l'ai dit, on ne va pas voter pour mourir. Ça fait partie du droit régalien de l'État. Mais dans le contexte actuel, avec ce que nous voyons, le refus de revoir les listes électorales, le refus d'auditer ces listes, l'absurdité de la commission électorale indépendante, le prononcé du Conseil constitutionnel qui ne reflète en rien les dispositions constitutionnelles de la Côte d'Ivoire, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune disposition constitutionnelle sur laquelle Chantal Nanaba Camara, je crois que c'est son nom, du Conseil constitutionnel, s'est appuyée pour dire le verdict qu'elle a donné le 8 septembre dernier. Tout cela crée, bien entendu, un climat d'insécurité et un climat d'incertitude. Au lieu de chercher à sécuriser le processus, de cette façon, il fallait plutôt, depuis le début, dès l'entame donc du processus électoral, faire en sorte que tout ce qui pouvait créer un climat d'insécurité le jour, le 25 octobre, soit éliminé. Or, le régime de Ouattara s'est refusé à ça jusqu'à maintenant. Ce qui, d'ailleurs, par conclusion, laisse suspecter que les 40 000 personnes qui sont déployées des forces de sécurité, c'est plutôt pour la protection de ce régime-là qui, de façon totalitaire, veut faire un passage en force et obtenir un quatrième mandat. Vous avez toujours été réellement critique envers la CEI et en fonction de ce que nous sommes en train de voir, d'aucuns pensent que la CEI doit être tenue responsable pour ce qui arrivera demain s'il y a donc un dérapage. Je sais que vous n'aimez pas du tout personnaliser donc le débat, mais en ce qui concerne le cas de M. Tidiam Thiam, la CEI aurait pu donc organiser la révision de la liste électorale conformément donc à la loi pour permettre à M. Thiam d'être candidat. Est-ce que selon vous, il n'y avait pas réellement, concernant le cas d'Itiam, je sais que chaque candidat avait ses petits problèmes, mais concernant le cas d'Itiam, ça a été fait sciemment pour qu'il ne puisse pas s'enrouler. Tout ce qui a été fait, dès lors que je le dis encore que la Commission électorale indépendante a décidé de ne pas organiser, de ne pas s'en tenir aux dispositions de la Constitution ou bien des lois organiques régissant le recensement à caractère électoral qui devrait se faire chaque année selon les articles du Code électoral, ça veut dire que la Commission électorale elle-même s'est déjà mise en porte-à-faux. Si cette disposition-là avait été respectée aujourd'hui, nous serions peut-être en train de parler d'une autre raison pour laquelle M. Tidiane Thiam ne figure pas sur la liste électorale en tant qu'électeur afin d'être candidat comme on pourrait le dire. Donc oui, tout ce qui a été fait sciemment. Dès lors que vous avez, encore une fois, et pour me répéter, un président d'une commission qui est un haut juriste qui vient dire que nous faisons une application intelligente de la loi, alors que la même loi dit que la révision de la liste électorale ou bien la mise à jour de la liste électorale doit se faire annuellement. Annuellement, ça veut dire du 1er janvier ou alors peut-être du début de l'année fiscale de l'État jusqu'à 12 mois. Ça fait 365 jours. Mais
On ne peut pas faire d'autres chevauchements pour dire qu'on a commencé en telle année, on a terminé en l'autre, donc on l'a fait sur les 2 années. Ce n'est pas ce que la loi dit. La violation consciente, délibérée de la loi est le point de départ donc de cette injustice qui a été faite à tous les leaders et même à l'ensemble des électeurs et des électrices en Côte d'Ivoire et de toute la population. Donc oui, est-ce qu'il faut tenir la CEI pour responsable? Il faut tenir le régime de M. Alassane Draman Ouattara pour responsable. Il faut tenir la commission électorale indépendante pour responsable. Il faut tenir le Conseil constitutionnel qui est garant de la constitutionnalité de tous les actes qui sont posés et qui a décidé de ne pas dire la Constitution. Il faut aussi tenir cet organe-là responsable. Et enfin, le RHDP doit être tenu aussi responsable. Merci beaucoup, docteur Rekedi. Cela nous amène à nous poser donc la question fondamentale. Où en sommes-nous? Que faire face à ce contexte tendu? Quelle stratégie reste donc à l'opposition, à la société civile et aux citoyens ivoiriens pour éviter donc un scénario de crise, bien le scénario du pire, ou bien pourquoi pas le scénario donc de 2010? Premièrement, il faut rester, de ne pas perdre d'espoir. Et je continue de répéter cela. Les questions, quelquefois cyniques, que vous entendez les gens vous poser depuis la Côte d'Ivoire, perte donc de sérénité et ce désespoir qui peut s'installer à cause de ce qu'on croit le régime RHDP aussi indéboulonnable. Première chose, donc, il ne faut pas perdre espoir. La deuxième chose, en ne perdant pas espoir, il faut rester mobilisé. Il faut rester assez informé. La troisième chose, il faut croire en l'idée que la mobilisation de la rue, et quand nous parlons de mobilisation de la rue, nous n'appelons pas à la violence. Il y a beaucoup d'actes démocratiques, beaucoup d'actions démocratiques qui peuvent être posées pour amener ce régime à reculer. Je le dis au nom du CACI et je le répète ici, si en 1990, le régime du président Foubani a reculé pour ouvrir ou alors rouvrir la Côte d'Ivoire au multipartisme, c'était sous la pression donc de la rue. On n'a pas parlé d'insurrection en Côte d'Ivoire, on a parlé de pression de la rue. Et il y a bien d'autres exemples. Donc, les leaders politiques que nous sommes, les leaders politiques des partis d'envergure et des différentes formations politiques, nous les croyons à pied d'œuvre pour que cette mobilisation-là prenne en tout cas de l'ampleur, se raffermisse et arrive à faire reculer le régime de Ouattara. Nous disons aussi qu'il y a que faire la question donc de la suspension du présent processus électoral. Ce que d'autres confrères, amis et aussi patriotes ont appelé le report de l'élection. Mais si vous vous souvenez, nous revenons sur notre position qui est qu'il n'y a de report qui n'aura de sens que celui qui s'inscrit dans le cadre d'une transition politique. Encore une fois, l'heure de cette transition politique et pacifique a sonné pour la Côte d'Ivoire. Comment nous l'obtenons? Nous l'obtenons par la mobilisation de la rue. Alors, parlons donc du sondage. Peut-on, disons, peut-on encore accorder donc du crédit donc au sondage, surtout en Afrique? Quand on suit, on a vu pratiquement le sondage de M. Thiam, que lui-même il a demandé. Hein. Est-ce qu'on peut réellement accorder encore un crédit en Afrique? C'est pas nouveau. Et puis le rôle de ce sondage réellement. Écoutez, il faudrait que dans tout ce que nous faisons en Afrique, nous commencions aussi à intégrer, à croire et aussi à accorder de l'importance à la science. Les sondages ne sont pas certainement une vérité, mais ce sont ceux qui votent. Jacques Roger, vous êtes ici aux États-Unis avec moi. Vous savez comment les sondages marchent en période électorale et quelquefois, vous avez l'impression que déjà le sondage prédit la victoire. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle les comportements politiques. Et vous avez des élites intellectuelles, vous avez des intellectuels, vous avez des élites académiques en Côte d'Ivoire, des départements de sociologie, de sciences politiques et du droit même, qui peuvent effectivement se mettre pour analyser le comportement politique des Ivoiriens de sorte à donner du crédit au sondage. Je n'y suis pas opposé. Je crois qu'il faut commencer à intégrer ce genre de choses-là. C'est bon pour les candidats eux-mêmes. C'est bon pour les leaders politiques eux-mêmes. Vous savez, il y a un congressman aux États-Unis du nom de Dwight Evans, qui est le congressman de la juridiction ou bien du district dans lequel je vis. Il y a quelques années, quand j'étais encore étudiant à Temple comment j'allais dire, assistant enseignant, qui participait à un des cours et qui nous a dit ceci, que quand tu veux être un candidat, il y a un minimum, au minimum une chose qu'il faut savoir faire, c'est savoir compter 1 plus 1 égale à 2. Ça veut dire savoir où tu peux récolter les voix, parce que pour gagner une élection, il faut savoir compter les voix.
Vous comprenez? Or, le sondage permet justement aux hommes politiques de savoir dans quelle zone il ne faut pas mettre des efforts, dans quelle zone il faut mettre des efforts, où est-ce que on peut aller chercher et collecter les voix nécessaires. Donc, c'est une bonne chose, il faut le faire, il faut y croire, mais en même temps aussi, il faut que se développent peut-être en Côte d'Ivoire des instituts de sondage qui sont ivoiriennes des instituts, un institut, donc des instituts qui sont ivoiriens. Ça aussi, ça permettra d'élargir la participation des Ivoiriens eux-mêmes et des Ivoiriennes dans les différents processus électoraux. Jacques Roger, je termine en disant que pourquoi je dis ça, je le dis parce qu'à chaque fois qu'il s'agit d'expertise, vous voyez qu'on s'extériorise, on s'en va ailleurs pour aller chercher des expertises pour venir analyser nos propres comportements politiques. On l'a vu en 2010, tous les sondages qui avaient été réalisés ont été réalisés par des boîtes étrangères. Donc, il y a là une science donc des sondages d'élection que les Ivoiriens peuvent eux-mêmes aussi, dans lesquels ils peuvent s'investir, se développer et bien entendu avoir cette expertise. Et nous encourageons cela. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Nous sommes pratiquement à la fin donc, de notre émission. Donc, le message du comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Le docteur Eric Eddy, vous êtes donc le secrétaire donc, exécutif du CACI. Alors, quel est donc aujourd'hui le message central que le comité d'action souhaite adresser donc, aux Ivoiriens, à la diaspora et à la communauté internationale à, disons, à un mois voilà, donc, des élections? En long et en large, nous avons une lecture donc, de la situation en Côte d'Ivoire qui fera l'objet d'une déclaration qui va vous parvenir donc, pour diffusion en long et en large. Mais pour l'instant, l'essentiel de cette diffusion, de cette déclaration se résume en ce point qui répondent donc aux questions que vous avez soulevées. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, à la croisée ou alors à un mois de cette échéance électorale, les craintes que nous voyons au sein de la population ivoirienne, de la grande majorité de la population ivoirienne, nous amènent à conclure que les institutions chargées d'organiser cette élection-là ont failli. La sérénité n'étant pas de mise, le CACI dit que l'heure a encore une fois sonné pour une transition politique et pacifique en Côte d'Ivoire. Cela appelle premièrement la suspension et la réforme du système électoral que nous avons présentement. Et ça appelle aussi, deuxièmement, la question de l'unité nationale. Il faudrait que les patriotes ivoiriens, que nous utilisons le terme patriote parce que ces hommes et ces femmes se retrouvent dans tous les partis politiques et nous sommes sûrs que même au RHDP, il y a des patriotes. Nous appelons donc à cette unité nationale. Voilà les deux points essentiels de la déclaration du CACI. Le quatrième mandat, nous y sommes opposés. La candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, même s'il y a de quelques intellectuels qui viennent dire que être candidat ne veut pas dire qu'on a gagné les élections, le simple fait même que M. Alassane Dramane Ouattara soit admis sur une quelconque liste de candidats pour compétir est une violation flagrante de la Constitution elle-même. C'est la raison pour laquelle le CACI, depuis les États-Unis, met en garde encore une fois ces institutions-là. La Commission électorale, le Conseil constitutionnel, vous n'avez pas dit le droit, vous allez entraîner encore une fois un chaos en Côte d'Ivoire ou alors vous allez consolider l'absence de l'état de droit dans lequel le régime de M. Alassane Dramane Ouattara a plongé la Côte d'Ivoire depuis 2011 et nous savons les raisons ou bien les méthodes par lesquelles ce régime est arrivé au pouvoir. Voilà l'essentiel, le squelette de message du CACI que nous vous promettons va vous être lu en long et en large, enregistré et diffusé sur les différents canaux. Surtout, le premier, c'est le Jacques Roger Show qui nous fait toujours l'honneur de nous avoir pour partager notre expérience et partager aussi notre vue et nos orientations sur la Côte d'Ivoire. Jacques, je vous dis merci. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Et surtout, bon week-end, portez-vous et à la semaine prochaine, docteur Eric Je Eddy. vous en prie. Voilà, merci beaucoup, ladies and gentlemen. Merci donc d'avoir accepté encore donc de suivre notre émission, l'émission Beat Back, Bring the Ivorian Dream Back Again. Et nous avions donc en exclusivité donc le docteur Eric Eddy qui répondait donc à nos questions. Là, une élection sous haute tension, une opposition sous pression, une armée déployée comme en temps donc de guerre. Voilà donc en toile donc de fond la présidentielle donc ivoirienne de 2025. Et la question reste entière. S'agit-il encore donc d'un scrutin démocratique ou d'un rendez-vous verrouillé d'avance? La voix donc du peuple, la vigilance de la diaspora et la pression donc internationale seront-elles suffisantes
pour sauver donc la démocratie ivoirienne. Merci donc à notre invité, docteur Eric Eddy, pour cet éclairage. Chers auditeurs, restons donc mobilisés car l'avenir de la Côte d'Ivoire se joue maintenant. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette émission et puis les interventions du docteur Eric Eddy, quelqu'un que j'admire beaucoup car il a eu une très très bonne lecture de la situation. Quand on parle d'intellectuel, c'est un intellectuel très accompli. Il est un gentleman.